Voilà, donc nous, on est avec vous aujourd'hui pour parler de notre chemin vers l'entreprise à mission. Et initialement, on était dans plutôt quelque chose d'interactif entre nous deux, euh, voilà, où on se posait mutuellement des questions sur le chemin et ce que ça nous faisait. Alors peut-être qu'on va démarrer comme ça, puis l'invitation, c'est de vous sentir libre de nous interrompre et de nous questionner si vous trouvez le message trop superficiel ou incompréhensible ou pas clair. Bienvenue à ça, parce que de toute façon, on est en live, en authenticité. En tout cas, c'est moi mon souhait personnel de poser ça et d'être dans cette posture-là. Donc, voilà ce que je peux en dire pour démarrer, quoi. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, il y a un message important qui se trouve au milieu de cette image, qui est un peu central et qui a déclenché un peu quelque chose chez Crow. Et c'est cette question, c'est qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies? Et la réponse, en tout cas le fil conducteur du chemin que nous empruntons, il a bien été nourri par ce questionnement. On a tous vécu un truc qui s'appelle la crise du Covid. Il y a un beau matin, on nous a dit « Oh, vous allez rester à la maison et ça va plus être comme avant ». Voilà, donc nous, on a fait ça comme, entre guillemets, comme tout un chacun. Forcément, ça a chahuté un peu l'entreprise, mais finalement pas tant que ça. En termes d'activité, on a très vite redémarré notre activité. Et on s'est mis au travail avec les actionnaires de l'entreprise, entre autres mes frères et sœurs, pour être plus précis. Et on a, pendant cette période-là, on a longtemps parlé, quoi. Il y a un vocable qui est apparu dans la société qui s'appelait le monde d'après. Vous savez, le truc où on est repassé dans le monde d'avant très vite à la sortie du Covid. Voilà, et il y a un grand penseur français, je pense un des plus grands philosophes français, qui s'appelle Bruno Latour, qui est décédé à l'automne dernier, qui avait proposé des ateliers de questionnement qui s'appellent les nouveaux cahiers de doléances, voilà, et qui invitait les gens à se questionner sur ce qui est essentiel dans leur vie. Et je pense que la période du confinement a été propice à ce que chacun se questionne. En tout cas, ça a créé dans l'agitation et ce ralentissement forcé, ça a créé de la place pour aller re-questionner ces éléments de sens de qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Et voilà, parce qu'on a fait cet exercice-là à titre purement personnel et individuel, en fratrie. Et il nous a paru quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, dans les choses qui étaient essentielles dans nos vies, il y avait à certains endroits des ponts avec les activités de l'entreprise. Entre autres, dans nos grands métiers, nous, on a 3 grandes activités. Une autour de l'énergie mobile et de la foration. Et le lien dans ce qui est essentiel dans nos vies, c'est qu'on trouve, en tout cas nous à notre niveau, on trouvait assez confortable de pouvoir se déplacer dans nos régions de montagne de manière à peu près sécure sur les routes. Voilà, et une des activités de l'entreprise, c'est de fournir des équipements pour aller sécuriser les routes et mettre tous les filets par pierre. Voilà. Accessoirement, l'énergie, qu'on ne sait plus trop se passer d'électricité, même si on n'a pas besoin d'être connecté en permanence sur son téléphone, etc. Avoir un peu d'électricité dans son environnement proche, ça peut être utile, voilà, pour avoir une vie à peu près normale. Donc là aussi, l'entreprise intervient plutôt sur de la sécurisation des réseaux, sur des interventions ponctuelles. Voilà, on a une activité également dans l'eau.
je vous apprends rien en disant que l'eau, c'est la vie. Sans eau, nous ne sommes rien. Voilà, et on a une dernière activité autour de l'air que nous respirons quotidiennement, et que nous, dans notre activité, cet air, on la pollue très clairement, à deux endroits, parce qu'on la comprime souvent avec des bases de pétrole, donc il reste toujours des résidus de pétrole dans l'air qu'on a comprimé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est venu à faire un lien en disant, finalement, respirer, pouvoir boire de l'eau pure, s'hydrater, source de vie, sont des choses qui sont vraiment essentielles à notre vie. Et l'entreprise gravite autour de ces sujets-là. Voilà, et ça nous a amené à nous dire, mais donc nous avons une responsabilité. Voilà, quoi, ça a été une prise de conscience de notre responsabilité, et c'est ce qui nous a amené à dire, il faut qu'on sorte de la crise du Covid différemment de la manière dont on y est rentré. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est une société, on est une vieille société familiale qui est plutôt dans une dynamique de transformation, d'expérimentation depuis une quinzaine d'années, pour aller explorer d'autres choses, déjà avec un certain niveau de conscience environnementale. Et il se trouve qu'on avait été accompagné par quelqu'un sur la vision stratégique qui, pas très longtemps avant le confinement, m'a filé une petite doc de synthèse sur la loi Pacte et ce qu'est le chemin de l'entreprise à mission, ce nouveau statut, entre guillemets, offert au travers de la loi Pacte. Et c'est comme ça qu'on a dit, voilà, il faut qu'on crante les choses. La période est compliquée, parce qu'on traverse quand même la crise du Covid, mais c'est aussi un peu dans la tempête, c'est dans la difficulté qu'il faut semer ou poser les caps d'après. Voilà, donc à la sortie du premier confinement, les actionnaires avaient écrit une lettre d'intention et une demande au comité de direction de l'entreprise d'engager une transformation en société à mission. Voilà comment c'est venu. Voilà, très brièvement, dans le contexte quand même, savoir qu'on venait de lancer une grosse réorganisation de l'entreprise au mois de janvier, et qu'on a été confiné 2 jours après le dernier séminaire d'équipe sur la réorganisation. Donc, on est rentré dans le confinement dans une boîte en pleine réorganisation, et que quand le comité de direction a reçu cette demande des actionnaires, ils nous ont clairement dit, mais vous êtes complètement barrés dans cette famille. On sait déjà pas comment, on n'a pas fini de savoir comment on s'organisait. Les équipes sont encore à chercher leurs organisations opérationnelles fines, voilà, et vous nous remettez le couvert sur le truc d'après. Voilà comment ça a été reçu. Bon, toujours est-il qu'on s'est mis, on s'est mis au travail. Après, on s'est donné le temps. Parce qu'il y a un bout du chemin qui avait, entre guillemets, déjà été fait. Pour rappel, à une entreprise à mission, on regarde de la loi Pacte, c'est une invitation pour les entreprises volontaires d'inscrire dans leur statut juridique une raison d'être et des engagements sociétaux et environnementaux. C'est vraiment une démarche volontaire. Voilà, donc nous, on avait déjà fait tout un travail avant identitaire de l'entreprise pour préparer notre stratégie sur la période 2017-2023. Donc, on a redémarré un travail de revisite de ce socle identitaire, de nos racines. On est dans le modèle d'un arbre. Donc, on a toute une partie de base qui est les racines et le tronc qui évolue peu. Et la partie
entre guillemets, plus vivante ou plus évolutive de l'entreprise, c'est le haut de l'arbre qui croît, qui se développe, qui va chercher le soleil, qui se fane, qui se meurt et qui rebourgeonne. Et, voilà, mais il y a toujours... voilà, donc on a passé 1 an, 18 mois. Voilà, on a passé 18 mois quand même à travailler pour écrire, je sais pas, 20 lignes, ce qui fait quand même pas beaucoup. On pourrait questionner notre efficience au travail. Voilà, mais de revisiter notre raison d'être, qu'on a très légèrement modifiée, qu'on a, j'ai envie de dire, rendue encore plus singulière, et c'est bien l'objectif d'une raison d'être, hein, c'est son unicité. Voilà, et de regarder ce qui était important en termes d'engagement pour l'entreprise, qui faisait sens en termes d'engagement sociétaux et environnementaux. Quand tu dis nous avons, c'est qui a rédigé, qui a élaboré ces 20 lignes? Alors, ce travail, il a été mené par le comité de direction et mon frère Antoine, qui est président de l'entreprise, accompagné avec la personne qui nous avait déjà accompagnés sur la stratégie. Voilà, donc, mais on est retourné aussi dans un travail de prospective, de regarder les grandes tendances mondiales dans différents champs. Donc, voilà, avec beaucoup de partage d'informations, de regarder où est-ce qu'il y avait des résonances, etc. Donc, on a réouvert très large pour revenir passer tout ça dans un entonnoir et en tirer le pur jus ou l'huile essentielle. Voilà, donc ça a été un travail, voilà, pour le coup, demain, si on doit le refaire, on sera amené à le refaire dans la vie de l'entreprise, de regarder si on peut, entre guillemets, represser au sens positif du terme pour aller chercher encore plus l'essentiel à l'avenir. Je pense qu'on essayera de le faire de manière beaucoup plus ouverte, en y associant davantage de parties prenantes. Voilà. Et moi, je suis toujours partagé dans ces notions d'approche sur la raison d'être, de trop ouvrir au démarrage, parce que c'est des perceptions extérieures et que voilà, il y a probablement des éléments nourrissants à aller chercher à l'extérieur, comme ça j'en suis convaincu, mais ce qui fait le propre d'une boîte, sa culture, c'est quand même l'interne qui le vit le mieux, et c'est quand même à l'interne qu'il faut le capitaliser avant une démarche d'ouverture plus à l'extérieur, de partage. Donc nous, on a écrit une raison d'être qui est courte, qui est engageante, parce que c'est au cœur des Alpes, œuvrons ensemble pour une transformation et un usage frugal des énergies afin de préserver l'air et l'eau. Ça fait bien les liens avec nos métiers. Le cœur des Alpes, c'est clairement notre territoire d'ancrage. Nous, on est une société locale, une vieille société locale. On travaille à 100 km autour de Grenoble. Donc, voilà, et on souhaite vraiment rester ancré sur ce territoire qui nous nourrit. Voilà, parce qu'on ne vit aussi que grâce à la richesse de ce que nous apporte ce territoire, et on souhaite également lui rendre. Donc, être contributeur dans un équilibre du donner et du recevoir sur le territoire. Et derrière, on a décliné 4 grands engagements, voilà, qui sont... alors, on en a un premier qui est plutôt tourné à l'externe, en lien avec nos cœurs de métier, voilà, qui est conscient des impacts de nos activités sur l'environnement. Nous développons en collaboration avec nos parties prenantes nos expertises techniques afin d'augmenter la durée de vie et l'usage des matériels de manière à optimiser et réduire les consommations d'énergie.
Donc ça, c'est vraiment notre cœur business, mais qu'on souhaite aussi transformer en réaffirmant qu'on veut augmenter la durée de vie et l'usage. Donc l'usage, c'est en lien avec le business model, l'économie de fonctionnalité qu'on a amorcé en termes de transformation, mais on veut continuer encore aller plus loin. Et augmenter la durée de vie, c'est une intention pour être en capacité, je l'espère, d'aligner notre business model avec les limites planétaires et sortir du monde du toujours plus et de la croissance. Il faut savoir que cette entreprise, elle a une culture, en tout cas, elle dénote un peu dans le monde quotidien, parce que nous ne visons pas la croissance, et surtout pas la croissance en volume. Voilà, c'est un message qui est porté depuis un certain nombre d'années, qui commence tout juste à être audible. Disons que les gens ont cessé de tomber de leur chaise quand on dit ça. Voilà, mais ça commence à être audible. On a un deuxième engagement qui est conscient du nouveau régime climatique. On s'engage à réduire nos propres émissions et à contribuer à travers notre fonds de dotation à soutenir les initiatives de préservation de l'air et de l'eau au cœur des Alpes. Donc ça, c'est plus interne. On va également faire notre part. Et donc, il y a une dimension externe et il y a la dimension interne. Le troisième engagement, il est clairement humain, parce que c'est consciente que les femmes et les hommes sont l'énergie la plus précieuse de l'entreprise. Celle-ci s'engage à favoriser leur épanouissement et à les accompagner vers la virtuosité. Et derrière le mot virtuosité, on parle d'expertise, de coopération et de créativité. Et ça, de manière à développer des contributions autonomes et responsables. Ça vient renforcer les transformations, j'ai envie de dire managériales, qu'on a amorcées ces 10 dernières années. Voilà, on est une très vieille entreprise familiale, patriarcale, pyramidale, et on essaye progressivement de faire différemment. Voilà, le chemin est long, pas parfait. Parfois, on est allé trop vite, parfois on s'est pris les pieds dans le tapis. Mais voilà, l'intention est vraiment de continuer sur ce chemin-là. Et le dernier engagement, qui est j'ai envie de dire, le plus global, le plus philosophique, peut-être, je ne sais même pas si c'est juste de le nommer comme ça, c'est conscient que l'entreprise est un commun. Nous transmettons une culture où chacune et chacun est associé à co-construire un avenir pérenne au service des générations futures. Et ça fait le pont avec la très vieille entreprise, parce qu'il y a une entreprise dans la famille depuis 1785. Moi, en tant que dirigeant, je suis 7e génération. On n'est que de passage. Notre rôle, c'est de transmettre. Et de transmettre aux générations futures. Et quand on parle des générations futures, c'est absolument pas la descendance. Le sujet n'est pas dans la descendance familiale, hein, mais bien de ce que nous faisons. Quel terrain de vie on prépare à nos enfants d'une manière générale. Et voilà, on n'est pas là que pour faire du business, quoi. Une entreprise, elle a un autre rôle dans la société en général. Elle a besoin de faire du business, mais elle a vraiment d'autres contributions à avoir. En tout cas, c'est notre conviction. Voilà, et là, j'avais une question pour Marlène, normalement, et je vais quand même lui poser. Parce que... Si vous avez des questions, mais on en voilà. Parce que Marlène, elle a un parcours qui est très intéressant. Et je pense que c'est intéressant qu'elle nous dise pourquoi elle a rejoint Cro. Parce que je crois qu'elle y allait un peu au culot. Elle y allait un peu au culot. Voilà. Mais elle va vous raconter ça. Oui, j'allais poser la question, effectivement. Marlène, comment tu es venue dans cette entreprise?
Eh bien, j'ai eu un parcours où en fait, je suis rentrée dans une école d'ingé où j'ai fait une spécialité environnement. En sortant de cette école, je me suis dit, il faut que j'intègre une entreprise qui agit, qui fait au moins des énergies renouvelables. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je suis rentrée dans une entreprise de passionnés en sortant d'école. J'étais ravie de ce que j'ai pu apprendre sur place et un peu de à quoi ça servait. En fait, on installait des turbines dans les centrales hydroélectriques. Donc, c'était en accord avec ce que j'imaginais en sortant d'école. Et puis, en fait, finalement, je me suis rendu compte que petit à petit, la réalité n'est pas la même, hein. C'est un peu la jeune étudiante qui réalise ce qui se passe dans la vraie vie. Et puis, bah, malheureusement, ce qui se passe aussi dans d'autres entreprises, c'est que bah, on s'est fait racheter, il y a un plan social, il y a eu des départs volontaires, il y a eu un changement de culture, on est passé du français à l'américain. Il n'y avait plus forcément de budget pour la R&D. Voilà, donc en fait, petit à petit, ça s'est un peu désagrégé. Et puis, ça, c'était la partie technique, finalement, voilà. Et la partie humaine aussi, c'est elle aussi, malheureusement, un petit peu au fur et à mesure démantelée, où à la fin, finalement, on n'était plus qu'un numéro, on travaillait avec des gens du monde qui n'avaient jamais vu leur chef en vrai. Il y a eu le Covid, télétravail pour tout le monde. Et là, on a perdu la connexion, quoi. Moi, j'avoue que j'aime bien travailler en équipe et là, clairement, bah, on n'y était plus, quoi. Donc là, je me suis un peu posé la question de qu'est-ce que je peux faire. Donc, j'ai un peu traîné sur Internet, comment trouver du sens à son travail. Voilà un peu un sujet qui est d'actualité. Et puis, je me suis retrouvée à me poser la question de qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que c'est la technicité, c'est l'innovation, on va dire, le domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle je travaille? Ou c'est aussi les gens, la démarche, la stratégie, on va dire, le chemin que veut tracer l'entreprise à long terme et la notion de durabilité, clairement, qui revenait un peu comme ça, comme une claque quand finalement les chefs changeaient tous les 3 ans et qu'on changeait de stratégie, on refaisait tout. Enfin bon, bref, c'est un peu cette perte de stabilité en fait. Et donc, et puis là, j'ai commencé un peu à en parler autour de moi. Ça, c'est vraiment le truc qui marche bien, c'est de dire qu'on veut changer, mais sait pas comment faire. Et puis, finalement, à un moment donné, je suis tombée sur cette notion de société à mission. Ça avait l'air d'être un peu plus humain comme statut, enfin, comme type d'entreprise, en fait, tout simplement. Et ça intégrait une notion sociale qui était totalement perdue dans mon job actuel. Et donc après, ça s'est fait un peu comme ça. J'en ai parlé autour de moi. On m'a dit, mais tu sais, Cro, À Grenoble, à c'est la Grenoble, première dans c'est le la domaine. première. Bah, tu devrais peut-être appeler Nathalie. Voilà, j'ai appelé Nathalie, on a discuté et quand elle me disait, elle racontait un peu ce qu'elle faisait, que par exemple, Cro a ouvert ses salariés à être collaborateurs associés. Ah ouais, vous faites ça. J'étais un peu comme ça. Voilà, et je me suis permise de poser la question, est-ce que je pourrais venir voir? Voilà, et j'ai pu visiter et donc j'ai rencontré d'autres personnes après dans l'entreprise. Et après, bon, j'ai dit, je crois que j'aimerais bien voir ce que c'est encore plus. Voilà, et j'ai écrit une lettre de motivation. D'accord. Voilà, et après, on s'est rencontrés et on a discuté. Et en fait, là, ce qui a été un peu le déclic, c'est que finalement, j'avais l'impression que ce en quoi je crois, bah, c'était le même chemin que l'entreprise prenait. Et donc, il y avait une vraie... voilà.
commun. Voilà, ça fait forcément écho. Et on se dit que c'est une bonne raison de travailler si on va dans la bonne direction, quoi. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a cette histoire de rivière, quoi. C'est que pour moi, on va tous un peu dans ce même chemin. Et c'est un peu ça qui est important, je pense, aujourd'hui pour quelqu'un qui soit commence à travailler ou soit continue à travailler, hein, tout simplement. C'est que on a l'impression d'aller dans un chemin qui est le bon chemin. Voilà. Et justement, par rapport à ta perception et ton point de vue dans cette histoire, qu'est-ce qui les 2 ou 3 points qui différencient fondamentalement les entreprises que tu as connues et une entreprise comme Crowe? C'est quoi, concrètement, qu'est-ce qui fait la différence pour toi, en fait? C'est la notion déjà qu'on veut exister à long terme, en fait. C'est cette notion on construit quelque chose pour qu'il soit encore là pour les prochains. Et donc, ça veut dire quelqu'un qui est jeune, il sait que voilà, il peut faire une partie de chemin ou voilà, et de manière sûre, en fait. C'est un peu une notion de stabilité qui moi, je suis venue chercher, hein, clairement. Hein, je me suis dit je pouvais aussi aller bosser dans des startups qui bossent dans les énergies renouvelables et tout ça, mais clairement, il y a pas la notion de durée, en fait. Ouais. Voilà. Et après, il y a tout l'aspect où on peut participer. Les salariés ont participé à établir cette stratégie à 2030 en identifiant dans leur métier qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc, chacun peut contribuer à travers son travail au jour le jour, à travers d'autres actions en parallèle. Donc, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas un responsable stratégie qui a pondu un truc qu'il faut appliquer sur l'année qui vient. Et il n'a même pas demandé ce que toi, tu étais en train de bosser sur ton PC. Donc, il y a une vraie relation, je pense, entre voilà, les gens qui font et ceux qui mettent la stratégie en place, en fait. Voilà. Il y a ça. Après, il y a l'aspect audacieux de Crowe qui veut faire plein de trucs que personne n'a fait. Et ça, c'est extrêmement stimulant. C'est un peu ce que j'ai mis en bas. J'avais mis terrain de jeu infini. C'est parce que clairement, il y a 10 000, il y a beaucoup de sujets de réflexion, des tests, voilà, on a la chance de voir, c'est ce que je citais tout à l'heure, d'avoir participé à The Week qui permet de réfléchir et de peut-être se connecter les uns avec les autres sur des sujets qui nous touchent. Mais on est en train de faire des ateliers avec la fille de Monsieur Bruno Latour, avec Chloé Latour, sur un petit peu réfléchir à ce qui nous concerne vraiment et peut-être créer ensemble, pareil, encore un chemin pour peut-être faire pencher la bascule de la balance là, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on essaye beaucoup de choses, voilà, et ça, c'est une chance aussi de pouvoir participer à des expérimentations. D'accord. Voilà. Ok. Pour info, il nous reste 20 minutes par rapport à ce temps de partage. Peut-être en dehors de la partie technique de l'entreprise à mission dont j'ai parlé tout à l'heure, le changement statutaire, j'ai aussi nommé la culture familiale et patriarcale de l'entreprise et les transformations qu'on a amorcées. Hein. Je ne sais pas quand on sera au bout, probablement jamais. Il y a quelque chose qui je trouve est particulièrement intéressant et challengeant, en tout cas c'est offert par la loi, c'est la transformation de la gouvernance de l'entreprise. Parce que la loi impose
quand on passe entreprise à mission, à avoir un comité de mission. Et un comité de mission qui peut être pour le coup ouvert à l'extérieur, donc faire rentrer du sang neuf à l'intérieur de l'entreprise pour la gouverner. Et voilà, et ça, c'est particulièrement précieux pour nous. Et ça faisait, pour moi, c'est soutenant. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire, tiens, on va transformer l'entreprise, on va changer les méthodes managériales, etc. Mais par contre, la gouvernance, entre autres juridique, surtout, on ne change rien. Hein, on reste le petit noyau familial, on se regarde le nombril et on fait comme si de rien n'était. Et ben nous, non, quoi. Le statut de société à mission permet cette transformation et soutient cette transformation de gouvernance. Donc nous, on a fait un double mouvement dont parlait Marlène, hein, c'est que en même temps qu'on est passé entreprise à mission, on avait dans notre stratégie déjà prévu d'aller vers un projet de collaborateurs associés. Et on s'est dit, bah, tiens, il faut mener ces deux chantiers de front, parce que s'associer dans une société anonyme classique ou s'associer dans une société à mission, c'est pas la même chose. Et donc, on a préparé cette association et ce projet d'association simultanément à la transformation. Et on a fait quelque chose d'assez... voilà, dans notre dernier engagement, parle de transmettre une culture. Je pense qu'on a une culture familiale, actionnariale assez particulière. Et on souhaite transmettre ça, pas pour que ça soit à l'image et à l'identique, mais vraiment que les gens aient le temps et puissent s'approprier cette culture actionnariale qui est atypique, voilà, parce qu'on n'est pas là pour sortir des dividendes comme ça se fait dans la majorité des entreprises. Pour nous, l'entreprise doit gagner de l'argent, mais gagner de l'argent, c'est un moyen pour entreprendre d'autres choses et amorcer d'autres transformations. C'est pas une finalité, ça reste vraiment un moyen. Voilà, et ça, c'est vraiment propre à... on n'est pas unique, hein, mais c'est propre à l'entreprise et ça vient quand même percuter le bain culturel général ambiant. Et ça, pour rentrer dans ce mindset-là, il faut un peu de temps, quoi. Voilà, et puis notre comité de mission que nous impose la loi, pour le coup, là, on est allé vraiment, vraiment dans l'esprit de la loi, aller chercher des regards extérieurs, parce qu'on a constitué un comité de mission de 10 personnes, dont 8 totalement externes à l'entreprise, et on est reparti de notre mission et de nos engagements. Voilà, donc on avait identifié des thématiques. Bah, il y a quelque chose autour des femmes et des hommes, donc il serait bien qu'on aille chercher un regard sur les ressources humaines. Il y a des choses sur la frugalité, il y a des choses sur la transformation de l'énergie. Il y a... Voilà, donc on allait chercher typiquement des gens dans quelqu'un des low-tech, dans une assoce. Pour incarner la frugalité, on allait chercher le président d'une association qui s'appelle Hors les Murs, qui est quelqu'un qui a eu un parcours de SDF. Et quand on lui parle de frugalité, très ultimement, il nous dit « Moi, je peux vous expliquer ce que c'est que la frugalité. Peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais elle n'est pas complètement déconnectée. » Donc voilà, on est vraiment allé agréger cette diversité-là et on a constitué un comité de mission. Aujourd'hui, je peux le dire, hein, absolument fantastique. Je peux le dire, je ne pouvais pas le dire à Énergie ta boîte, parce que il s'est constitué en fin d'année. Voilà, et c'est des gens qui rentrent aussi dans la culture de pro, qui ne travaillent qu'avec des processus d'intelligence collective. Voilà, ils ont nommé le président du comité de mission par une élection sans candidat. Eux, ils ont été nommés par une décision par consentement des associés. Donc voilà, ils rentrent vraiment dans la culture et voilà, il y a c'est un nouveau cercle de gouvernance absolument fantastique qui fait un boulot soutenant pour l'entreprise.
Voilà, notre intention quand on allait chercher, c'était d'avoir du poil à gratter bienveillant. Et je peux dire qu'ils sont vraiment, vraiment au rendez-vous du poil à gratter bienveillant. Ouais, super. Mireille et Jean-Luc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions parce que le temps va filer et vous allez... Voilà. Oui, mais Jean-Luc. Vas-y Mireille, vas-y. Ah ouais, je fais alors, déjà, clairement, merci pour. C'est clair et ça donne envie, ça c'est sûr. Et moi, je me posais la question si ce qui est la raison d'être et ce qui avait été écrit, finalement, c'était concrétiser une ADN qui était très très forte et où c'était aussi amener des choses qui étaient nouvelles. Et s'il y a des choses qui étaient nouvelles, comment vous avez fait adhérer les personnes qui n'avaient pas réfléchi à cette partie nouvelle avec vous? Donc, on avait déjà une raison d'être qui avait été élaborée et réfléchie en 2017. Et elle a changé à la marge. On a changé 3 mots dedans. On est venu parler de frugalité. Donc, c'est ce mot-là qu'on a changé. Parce qu'avant, on parlait d'efficience. Et on a basculé le mot dans la frugalité. Et le complément qu'on a fait, c'est le pourquoi, cette raison d'être, au service de quoi. Et c'est là où on est venu de rajouter le « afin de préserver l'air et l'eau ». Voilà, mais donc, je serais tenté de dire c'est plutôt l'ADN vraiment de l'entreprise. Voilà, au moins sur les 70 dernières années d'existence. Donc, c'est bien en lien avec nos cœurs de métier. Mais on a précisé ces 3 mots. La préservation de l'air et de l'eau et la frugalité. À la place, et on a remplacé efficient par frugal. Okay. Donc, adoption probablement facile par le reste de l'entreprise. Sur la raison d'être, c'est déjà présent. Il n'y a pas eu là-dessus, il n'y a pas eu de frein. Sachant que la dynamique de transformation et de chemin d'évolution, elle se retrouve dans ce qui vient challengeant, c'est les engagements qui sont derrière. On va re-questionner dans notre business, qu'est-ce que ça veut dire une transformation et un usage frugal des énergies. Là, les équipes, elles ont bossé sur ça, dire quoi au quotidien dans mon métier, qu'est-ce que j'ai à changer, qu'est-ce que j'ai à abandonner. Voilà, donc c'est plutôt la partie engagement qui nous mène sur un chemin en lien avec la raison d'être. Merci. Jean-Luc, tu avais une question? Ouais, j'ai une question. C'est un peu le pendant de l'arrivée de Marlène, c'est-à-dire que je vois que la dynamique dans laquelle vous êtes, qui est hyper séduisante, effectivement, elle attire des talents, ça c'est chouette. Comme Mireille, je précise que ça me plaît beaucoup d'entendre ça et que c'est réconfortant dans le monde dans lequel on vit d'entendre des entreprises qui font cette bascule. Je me demande comment c'est avec les salariés qui étaient là depuis longtemps. Et en fait, là d'où je parle, c'est donc j'étais DRH à La Panière, qui est aussi une société à mission, une grosse boulangerie industrielle. Et la responsable société à mission, elle a été assez déçue. Elle se rendu compte que, par exemple, d'organiser des fresques pour le climat, même sur le temps de travail, les gens venaient pas, elle n'arrivait pas à les mobiliser. Il y avait un gros décalage entre la cohérence et l'engagement côté direction, qui n'était pas aussi puissant que le vôtre, mais presque. Et puis, des choses qui se passaient sur le terrain où elle trouvait des gens qui étaient peu passionnés par le sujet. Est-ce que vous avez observé la même chose ou est-ce que c'est un peu une de nos questions. C'était un peu une de nos questions qu'on allait se poser. C'est est-ce qu'il y a quand même des difficultés dans tout ça parce que tout n'est pas rose forcément. Et oui, moi je suis confrontée à des réalités auxquelles j'avais pas forcément déjà fait face parce que c'est des domaines d'activité que je connaissais pas, mais et oui, je me rends compte que, par exemple, un exemple simple, mais on a décidé
voilà, d'essayer d'avoir un chiffre d'affaires stable, qui ne va pas forcément vers le toujours plus. Et on est partenaire avec des fournisseurs de matériel qu'on vend, qu'on répare, qui sont dans ces démarches-là, parce qu'ils sont des très, très grosses entreprises et qui ont peut-être un responsable RSE et un responsable développement durable, mais pour l'instant, n'en sont pas à imaginer d'avoir un chiffre d'affaires stable. Donc, en fait, on est partenaire avec des gens qui n'ont pas la même stratégie que nous, quoi. Déjà, ça, c'est une grosse réalité. Et ça, je m'en rends compte quand je rencontre des commerciaux, hein, tout simplement. Et voilà. Donc ça c'est déjà une première claque au niveau des partenaires voilà. Mais c'est le paradoxe de vendre des produits, hein, tout simplement. Hein, voilà. Après, il y a la réalité que moi, je suis peut-être voilà, à 200% entre guillemets, et puis il y a des gens qui sont pas au même degré d'engagement, tout simplement. Et en fait, c'est juste que c'est une représentation de la société, et elle est dans l'entreprise, en fait. Donc, c'est pas forcément facile d'embarquer tout le monde à la même échelle, mais après, c'est aussi bien parce que ça permet d'en parler. Peut-être qu'on va peut-être planter une petite graine par-ci, une petite graine par-là, et que peut-être qu'après, il va en parler à son voisin et que ça va changer quelque chose petit à petit. Voilà, mais c'est vrai que moi, face à l'urgence qui est là, je serais un peu du genre à faire tout de suite et arrêter tout. Mais forcément, on ne peut pas parce qu'il y a une histoire. Moi, je suis là depuis 6 mois, mais il y en a qui sont là depuis 25 ans et qui ont forcément des habitudes. Et qui, quand on confronte les habitudes, forcément, ça fait réagir. On n'a pas le même contexte de vie, de parcours, de priorités aussi dans la vie. Donc, oui, ça, on est confronté à ça tous les jours, mais il faut se dire aussi que peut-être que chez Crow, il y en a vachement plus de gens concernés par rapport à d'autres structures, en fait. Donc, voilà. On va dire que oui, forcément, on est face à des difficultés au fur et à mesure de ce qu'on avance, mais bon, ça... Peut-être un complément, Jean-Luc, pour répondre peut-être à un endroit très légèrement différent à ta question. Nous, les transformations, le sujet, finalement, la direction de cette entreprise ou ses actionnaires veulent transformer l'entreprise pour pouvoir assurer sa pérennité dans le temps. Voilà, mais si l'entreprise, elle en est là où elle en est aujourd'hui, c'est juste grâce aux femmes et aux hommes qui la composent de génération après génération. Voilà, donc le sujet, pour nous, il est plutôt de faire avec ce qui est et avec les gens qui sont là, de reconnaître qu'on est dans des transformations, que ces transformations, elles sont difficiles, qu'on n'a pas tous la même sensibilité aux sujets environnementaux, que nous, typiquement, on est plutôt en avance sur ces sujets-là en termes de conscience, donc on a envie d'agir et d'accélérer. Mais la réalité de la boîte, c'est on a certains collaborateurs qui viennent là parce qu'ils ont besoin d'une paye à la fin du mois pour remplir le frigo, très basiquement. Voilà, et qu'on a ce qu'on essaye de déverrouiller, là, c'est un peu d'activer le super pouvoir pour aller aussi en authenticité, dont on parlait dans notre phase d'inclusion, avant qu'on enregistre. Mais si tu veux, on a une activité dans l'énergie mobile où c'est des moteurs thermiques, donc c'est des machines qui, à longueur de journée, crament du fuel, du pétrole, avec des émissions de CO2 qui sont extrêmement importantes.
Et ces gens-là, quand on leur a partagé la mission, leur premier réflexe, c'est mais nous, on n'a plus de boulot, quoi. La lecture qu'ils ont eue du premier message, c'est nous, on n'a plus de boulot, on n'a plus rien à faire. Là, c'est pas aligné. Et donc, ça vient percuter très, très fort les gens, quoi. Et donc, nous, on a simplement posé le fait que c'était facile de couper, de scier la branche sur laquelle, ou la branche qui est pas belle. Ce rameau-là, pour nous, c'était facile de prendre la scie, de le couper et surtout pas regarder. Et ce qu'on leur a affirmé, c'est non, c'est pas beau à voir, mais on va chercher des solutions ensemble. Voilà. Et finalement, nous, on est convaincus que il vaut mieux que ce soit nous qui fassions et menons les transformations avec notre niveau de conscience pour essayer d'agréger et d'embarquer des gens, d'influencer nos clients, etc., sur les transformations nécessaires, plutôt que dire « Ouh, c'est pas beau » et puis on va faire une belle boîte toute verte, bien greenwashée. Et, voilà, donc c'est dur pour les gens, hein, tous les gens n'adhèrent pas, ce qui fait que ça fait des élastiques. Question Ouais. On a le temps ou pas Oui, vas-y, bien sûr. Vas-y, on a 2 heures. Ce que j'entends, c'est rassurant, c'est que effectivement vous êtes dans un rôle de précurseur, donc vous déblayez la voie et évidemment tout le monde n'en est pas là et donc il faut entraîner les gens. Donc ça fait partie du courage qui est nécessaire pour faire face. Et par contre, en fait, c'est Marlène qui m'a orienté sur autre chose en parlant des fournisseurs. Ça m'interroge sur le réseau de professionnels dans lequel vous travaillez. Et je me demande si vous faites partie de réseaux professionnels style APM, GERM, des choses comme ça. Et si ça, c'est des réseaux qui vous tirent en avant, vous diriez, si jamais vous êtes dedans, ou plutôt que vous tirez en avant parce que pour l'instant, ils ne sont pas aussi avancés que vous. Tu veux répondre? Je ne les connais pas, ces réseaux. Donc, non, on est quoi? Oui et non, pardon pour ma réponse. Donc, on n'est pas dans les réseaux que tu as cités, ni de la PM, ni de GERM. Antoine a longtemps été membre du CJD. Et aujourd'hui, on est dans une autre association avec Antoine qui s'appelle EVH, les entreprises vivantes et humaines, qui est une toute petite assoce, hein, on doit être 200 dirigeants en France. Voilà, mais ça, c'est vraiment plus dans nos postures, quoi. C'est un endroit où on va travailler nos postures de dirigeants et nos chemins et sortir, entre guillemets, de la réalité d'un dirigeant qui peut être son isolement. Voilà, donc d'aller travailler avec des pairs. Mais voilà, sur les cercles d'influence côté business, on essaye d'embarquer autour de nous plutôt de la sous-traitance locale, qui sont plutôt des structures avec des PME. On influence par petites touches, parce que c'est des sociétés qui sont plutôt plus petites que nous. Et après, nos fournisseurs principaux, entre autres nos fournisseurs de matériel, sont des mastodontes internationaux. Quoi, notre plus gros fournisseur, c'est une boîte de 45 000 personnes, quoi. Donc dont les gens avec qui on est en contact en France sont un peu des pions dans l'organisation et mode grand groupe, quoi. Avec des choses encore très centralisées, pas du tout décentralisées et pas du tout organiques. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Luc. Si. Et merci, c'est parfait. J'avais besoin de cet éclairage pour vérifier les intuitions un peu. Il nous reste 10 minutes avant de faire un partage final. Jérôme, est-ce que tu serais capable de nous dire quelles sont les 3 difficultés essentielles que tu as rencontrées dans cette mise en place d'entreprise, que vous avez rencontrées dans cette entreprise, la mise en place de ce statut d'entreprise à mission, et les 3 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un ou dès quelqu'un qui se lancerait dans cette aventure? On en a un peu parlé, hein, dans les difficultés, il y a embarquer les salariés dans différents niveaux de contribution. Ouais. Voilà, on ne peut pas tous être à 200%.
Voilà, et puis très clairement, ça vient quoi. Il y a une forme de métier historique d'opérationnalité qui est déjà hyper dense chez nous, parce qu'on est une boîte de service. Donc ça vient beaucoup avec une culture réactive, hein, puisqu'on assure à nos clients le fonctionnement de leur usine, parce qu'on travaille plutôt au niveau des utilités. Donc si les équipements qu'on leur propose s'arrêtent, eux, ils arrêtent leur prod, très clairement. Donc il y a un côté très réactif, et il y a un switch à faire du réactif à passer dans le proactif, qui est pas facile. Donc dans les difficultés de l'embarquement des salariés, Marlène en a parlé aussi, là où ça frotte, c'est avec nos fournisseurs, hein. Donc des gens qui sont dans la croissance, et nous, quand on leur dit nous, on ne veut pas croître, ça vient bien frotter. Voilà. Donc on l'affirme haut et fort, hein, aujourd'hui. Je passe beaucoup de temps au niveau des directions de mes principaux fournisseurs à partager notre mission, l'expliquer et à expliquer pourquoi. Ça vient clairement percuter leur stratégie. Et d'un autre côté, je vois bien qu'à chaque fois, ça fait mouche, et qu'ils ont quand même des petites étoiles dans les yeux en se disant « Ouais, c'est peut-être un chemin intéressant, mais aujourd'hui, ils sont, entre guillemets, bloqués dans un système où ils n'ont pas trouvé leur propre clé pour faire bouger leur propre système, quoi. » Et la troisième? J'en ai pas. Bon, déjà, tu en as pas mal embarquer tous les salariés. Ouais. Ici, question du rythme des transformations. Ce qui m'emmène à la difficulté, c'est le rythme des transformations. Et l'acceptation de mener toutes ces transformations quand tout va bien. Parce qu'on est une boîte qui marche très bien, qui a des bons résultats. Voilà, et donc il y a un frein, entre guillemets, naturel. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'il faut engager les transformations quand tout va bien. C'est pas quand on est au pied du mur, avec déjà un pied dans la tombe, qu'il faut se poser les questions. Et voilà, et d'un autre côté, se mettre du poil à gratter et de nouvelles difficultés quand tout va bien, il y a un petit côté schizophrénique, quoi. Et voilà. Ok. Donc, mon conseil, c'est de se donner du temps. Mon premier conseil, c'est pour engager des transformations comme ça. Même si parfois j'ai des retours en disant « Putain, mais vous êtes vraiment des grands malades et vous allez vite », c'est d'essayer de se donner du temps. Moi, je vous ai dit, on a mis 18 mois quand même pour écrire les 20 lignes à insérer dans nos statuts. Quand je vois certaines boîtes qui s'engagent sur le chemin en disant nous, on va passer en entreprise à mission, on a fait un séminaire d'une journée et voilà, et on l'a fait. Je pense qu'il est sain de se donner du temps, de le mettre au travail, de le laisser reposer, de le remâchonner, de le recracher, de le redigérer, de le revoir, de le reprendre pour être juste. En tout cas, nous, c'est vraiment notre intention, hein, c'est un truc qu'on inscrit dans les statuts, on y met beaucoup de sens, et l'objectif, c'est pas de prendre dans 3 ans en disant tiens, le sens du vent a légèrement tourné, donc on prend, on refait, on n'est pas là-dedans. Donc, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Autre conseil, se faire accompagner. Pas faire ça seul. Voilà, il y a des tas de structures qui existent, dont je pense qu'OEFI peut faire partie. Je ne sais pas s'il y a... Ça, on ne va pas le couper, ça. Ça, tu ne le coupes pas. Hein. Au non, montage, ça, je ne vais pas le couper. On le garde. Non, mais honnêtement, donc OEFI
doit pouvoir faire partie. Je ne sais pas si c'est des endroits que vous explorez ou pas. Si, ouais, Mais bien vu sûr. votre approche, en tout cas, ou ce que je vous connais sur l'humain, il y a toute une brique. Voilà. Et troisième conseil, vous lâchez sur les comités de mission. En tout cas, ce que je peux en dire aujourd'hui, ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que nous, franchement, on allait chercher des gens dont certains, on les connaissait ni d'Ève ni d'Adam. On a juste posé une intention en disant qui est-ce que ça pourrait être, et on allait chercher des gens, on ne les connaissait pas, quoi. Et la vie est bien faite, et les gens sont agrégés entre eux, et il y a une espèce de mayonnaise qui a pris entre eux, et voilà, donc ne pas hésiter. La loi Pacte, elle offre cette possibilité-là de pas, entre autres, s'il y a des plus petites structures, parce qu'il y a toujours des effets de seuil là, à 50 où la loi bascule sur le comité de mission. Sur une plus petite structure, le comité de mission, il peut être une seule personne qui est interne à l'entreprise. Moi, je recommande vraiment alors pas forcément de faire des comités à 10 personnes, mais de quand même aller chercher du regard externe. Voilà. Et de se faire confiance là-dessus.